Alors, avant de vous laisser la parole, quelques mots de contexte pour qu'on prenne bien la mesure de ce qu'est le port autonome de Strasbourg. C'est le deuxième port fluvial de France après Paris, excusez du peu, hein, une véritable plateforme multimodale de transport. Chaque année, 8 millions de tonnes de trafic fluvial transitent par le port autonome de Strasbourg. Ça représente aussi 400 000 manutentions pour le trafic de conteneurs, 500 entreprises concernées, plus de 10 000 emplois directs sur tout le Bas-Rhin. Pour le dire autrement, vous êtes véritablement la façade maritime du Grand Est. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, on est en train de, voilà, à l'écran, juste avec vous, là, on est en train de voir une superbe vue aérienne du port autonome de Strasbourg, qui met bien en évidence aussi la manière dont il s'articule avec la ville. Et ça, je sais que c'est une dimension qui va compter dans la présentation que vous allez faire. Émilie, on vient sur le sujet qui justifie votre présence ce matin. Fin 2015, vous avez décidé d'étudier différentes opportunités d'optimisation énergétique au sein de vos activités. Racontez-nous un petit peu la genèse du projet, s'il vous plaît. Oui. Alors, effectivement, je pense que ce qui est important de voir sur cette photo aérienne, c'est qu'on voit au premier plan les installations portuaires de Strasbourg et vous voyez très proche sur le côté droit de l'image la ville. Donc ça, c'est vraiment un élément de contexte très important, c'est que le port de Strasbourg est un port urbain et un port qui devient de plus en plus urbain puisqu'il y a un grand projet d'urbanisation qui va rejoindre le port et donc mettre des logements encore plus en contact du port que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc c'est ce constat-là qui est à l'origine d'une démarrage d'écologie industrielle territoriale qu'on a démarré en 2013 sur le port de Strasbourg. C'était un partenariat au départ à deux, port de Strasbourg et l'agglomération, donc l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, on a recruté, entre guillemets, une quinzaine d'entreprises qui sont devenues ensuite 26 pour travailler avec nous sur cette dimension d'écologie industrielle. Et puis, interroger, qu'est-ce qui vous motive à participer avec nous à cette écologie industrielle? Et la première raison, c'était la dimension énergétique. C'était comment est-ce que je peux faire, moi, entreprise industrielle, pour avoir une énergie de manière fiable et évidemment plutôt à bon marché. C'était la demande. Et puis, au démarrage, on avait beaucoup d'espoir sur un projet de géothermie profonde qui devait s'implanter au port de Strasbourg. Et là, je dirais, on était sur une modalité assez classique pour un port, c'est-à-dire que on mettait à disposition un de nos terrains. Et puis, il y avait une entreprise privée qui s'implantait, qui allait proposer ce service, je dirais, aux entreprises. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme convenu, c'est ça. Ouais, ça ne s'est pas exactement passé comme convenu, oui. Il y a eu des oppositions locales très fortes, ce qui fait que le projet ne s'est pas fait. Donc, au final, on n'avait plus de solution énergétique à proposer aux entreprises. Et c'est ce qui nous a conduit, nous, en tant qu'établissement public, Port de Strasbourg, à s'investir beaucoup plus que ce qu'on avait prévu à l'origine dans cette dimension énergétique. Et donc, fin 2015, on s'est dit, on n'est pas des énergéticiens, on n'y connaît rien, entre guillemets, donc il faut qu'on se rapproche d'un énergéticien pour travailler là-dessus. Donc, fin 2015, on a créé un partenariat avec Réseau Chaleur Urbain d'Alsace, qui est une filiale locale du distributeur de gaz dans la région. Et puis, on leur a demandé de faire des études qu'on a cofinancées à leur côté sur les capacités de synergie en matière énergétique sur le territoire du port. Et donc, assez rapidement, on a identifié trois sources, trois gisements industriels potentiels. C'est bien ça? C'est ça. On a 3 industriels qui sont les seuls gisements vraiment conséquents en termes de chaleur à récupérer. Et donc, les études constituaient à voir comment est-ce qu'on peut les récupérer techniquement et ensuite, est-ce que économiquement, c'est rentable de les récupérer et puis à qui on va les fournir ensuite? Ça, c'était un gros sujet.
Le sujet de la table ronde aborde la question de la gouvernance et quand on a préparé ensemble cette prise de parole, on a beaucoup discuté de ce modèle qui est un peu atypique, hein, le travail que vous avez mené en partenariat avec cet énergéticien. Est-ce qu'on peut venir un petit peu là-dessus avant d'aborder, je dirais, la façon dont tout ça s'est concrétisé, notamment par la naissance d'une société commune. Mais sur le montage, pourquoi avoir travaillé comme ça et quel intérêt vous y voyez? Sur le montage, c'est ce que je disais au départ, c'est que comme nous, on n'y connaît rien en matière énergétique, clairement, on ne pouvait pas traiter ce sujet tout seul. On avait un certain nombre d'études, puisqu'on avait regardé tous les flux entrants, sortants, aussi bien matière que énergie, des 25 entreprises qui participent avec nous à la démarche. Et donc, on avait ça, on savait qu'il y avait de l'énergie récupérable, mais que faire avec ces données, ça, on n'en savait rien. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, il nous faut un spécialiste de la question. Et on s'est rapproché de cet énergéticien qui aussi a un statut un peu similaire au nôtre, puisque RGDS est une société d'économie mixte qui est détenue à 50% par la ville de Strasbourg. Donc, on était aussi sur un modèle qui est assez proche du nôtre, puisque nous, on est détenu par l'État et par la ville de Strasbourg aussi. Et donc, voilà, ça nous a permis de nous retrouver sur ces enjeux communs. Depuis l'été, depuis juillet, cette collaboration s'est concrétisée dans les faits par la naissance d'une société commune pour construire et exploiter le réseau de chaleur. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui. Donc, les études qu'on a cofinancées à 50% chacun ont été concluantes. Et donc, est arrivé à un moment la question, comment est-ce qu'on fait pour maintenant mettre en œuvre ce projet, construire concrètement la vingtaine de kilomètres de réseau qu'il va falloir construire, etc. Et donc, très vite, notre partenaire a dit, il faut créer une société dédiée. Et puis, comme nous, on avait porté ce sujet depuis le départ, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait qu'on soit aussi participant de cette société, parce qu'on est aussi les garants de l'intérêt de nos clients, que sont les industriels. Et donc, on a souhaité être un partenaire minoritaire, mais un partenaire néanmoins de la société qui a été créée, qui s'appelle AirPass, et qui d'ailleurs, rien que dans son nom, reprend beaucoup notre acronyme à nous, de Port Autonome de Strasbourg. Alors, vous avez évoqué la nécessité d'apporter des garanties aux industriels. Cette dimension de la confiance, hein, je reviens sur la notion de gouvernance aussi, elle est clé, cette dimension de la confiance. Si on n'a pas la confiance des industriels, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler. Oui, clairement. Déjà, un point de départ, c'est quand on a lancé notre démarche d'écologie industrielle, on avait besoin de récupérer beaucoup de données et des données assez sensibles sur leur flux de la part des entreprises. Et donc, toutes les entreprises qui sont engagées dans cette démarche, on a signé des accords de confidentialité avec elles où on s'engageait évidemment à ne pas divulguer leurs données. Et donc, ça, c'était un élément de confiance très important. L'autre élément de confiance, c'est que nous, Port Autonome de Strasbourg, on est un interlocuteur qui est identifié par elle sur plein de sujets différents, sur évidemment la relation contractuelle, mais aussi sur des sujets de mobilité. Donc, on est un acteur, je pense, de confiance pour elle. Et le fait qu'on soit présent dans cette relation avec l'énergéticien était très importante aussi pour elle, d'avoir le port comme acteur un peu neutre dans cette problématique-là. Parce qu'on sait qu'il y avait du passif hein, avec certains industriels, enfin passif si je peux me permettre d'employer ce terme-là, sur le territoire. Dans le passé, certains industriels s'étaient tournés vers une source d'énergie issue de l'incinération qui s'est tarie à un moment donné. Et ça a été un peu traumatisant parce qu'elles ont dû se retourner dans des délais qui n'étaient pas prévus. Du coup, ça restait quand même dans les têtes et ça a impacté aussi la façon dont peut-être ils ont eu plus de difficultés à vous tendre la main. Alors, je dirais qu'il y avait un passif sur le principe de l'énergie de récupération, effectivement, parce que il y avait 3 industriels qui étaient connectés à l'incinérateur des déchets urbains. Et donc, quand cet incinérateur a dû s'arrêter pour des raisons X ou Y, ces 3 entreprises se sont trouvées vraiment en difficulté et ont dû effectivement investir sur des capacités propres de production de chaleur dans des conditions économiques évidemment pas très bonnes. Donc, il y avait
ce passif-là. Et c'est aussi pour ça que pour nous, c'était très important qu'on ait 3 gisements. Ça, c'est vraiment majeur dans la confiance qu'on a pu créer avec les entreprises. C'est qu'on a pu dépasser la réticence des industriels en leur disant, mais vous ne serez pas le seul producteur, donc tout ne repose pas sur vous dans ce réseau de chaleur. Et ça a été déterminant. Ça a permis d'alléger la pression quelque part. Oui, tout à fait. Et de mutualiser le risque, en fait. Les prochaines étapes, puisqu'on l'a compris, la société Airpass, elle est toute neuve, hein, c'est encore un bébé. Plein de choses doivent se mettre en place. Quels sont les prochains jalons pour le travail à mener ensemble? Alors, les prochaines étapes, déjà, il y en a plusieurs qui ont été franchies ces 2 derniers mois. On a eu la très bonne nouvelle d'avoir une subvention de l'ADEME pour ce projet. Et on a commencé les travaux au mois de septembre. Donc, les premiers travaux ont commencé et du coup, on aura un réseau opérationnel au courant du premier semestre 2021. Donc, on va pouvoir fournir la première chaleur de récupération à des logements et puis, je pense, dans un second temps, à des industriels à partir de l'année prochaine. Donc, la contractualisation avec les usagers va se faire dans la foulée, c'est ça? Donc, il y a une partie des usagers qui ont déjà un contrat et puis la contractualisation avec d'autres usagers potentiels est encore en cours. Merci, Madame Gravier, pour cette prise de parole.